Là, c'est ouvert, oui. Parfait. Donc, la reproduction du matériel créé par une autre personne, comment reproduire du matériel, quand faut-il demander une autorisation. Puis, je vais également vous parler de la diffusion des mémoires et des thèses ici à l'Université Laval. Est-ce que c'est bon pour le son? C'est correct? OK. Alors, il faut savoir que la loi sur le droit d'auteur protège 4 catégories d'œuvres, à savoir les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques et musicales. Parmi les œuvres littéraires, bien, ça ratisse très, très large. Donc, vous avez les articles scientifiques, les livres, etc. Mais pas seulement, également les sites web, les questionnaires. Donc, si vous utilisez un questionnaire dans vos travaux, sachez que c'est une œuvre qui est protégée. Les guides de référence, les logiciels aussi, parce que la loi sur le droit d'auteur assimile le logiciel à une œuvre littéraire parce que c'est de l'écriture de code. Et la loi protège également les données de recherche, mais pas n'importe quelles. Les données qui sont analysées, compilées, les données qui sont travaillées par vous. Il faut qu'il y ait un travail d'auteur sur la donnée pour qu'elle soit protégée. En revanche, la loi ne va pas protéger la donnée brute. Donc, vous recueillez des données sur le terrain, vous ne les avez pas ni compilées ni analysées. Ces données-là, lorsqu'elles ne sont pas travaillées, elles sont en libre accès, donc elles sont dans le domaine public. La loi protège également les œuvres artistiques, donc tout ce qui est œuvres visuelles, photographies, dessins, images, graphiques, etc. Et les œuvres dramatiques et musicales, mais peut-être que ça vous concerne un petit peu moins. Donc, ce qui n'est pas protégé par la loi sur le droit d'auteur, et c'est important de le noter, c'est les idées. Par exemple, vous êtes dans un brainstorming et vous émettez une idée dans votre groupe et quelqu'un reprend votre idée. Cette idée-là, vous l'avez émise spontanément, vous ne l'avez pas fixée nulle part, vous ne l'avez jamais exprimée. Cette idée-là, elle n'est pas protégée par la loi sur le droit d'auteur. Donc, quelqu'un pourrait reprendre votre idée si elle n'est pas fixée sur un support. Par contre, il y a ici un risque pour l'éthique à la recherche, mais concernant la loi sur le droit d'auteur, l'idée, elle n'est pas protégée. La loi ne protège pas non plus les données factuelles, donc les données factuelles ou historiques connues, les faits, les dates, tout ça, c'est pas protégé. Les formules chimiques, mathématiques connues ou évidentes, elles sont également dans le domaine public. Et comme je le disais tout à l'heure, les données brutes ne sont pas protégées non plus. Donc, il faut qu'ils soient interprétés. Si vous êtes dans ces catégories-là, le droit d'auteur subsiste pendant la vie de l'auteur plus 50 ans suivant son décès. Après, on dit que l'œuvre, elle tombe dans le domaine public. Ça veut dire que là, vous pouvez utiliser l'œuvre sans demander d'autorisation, sans demander de permission, mais il faudra toujours citer l'auteur. Voilà. Il y a 2 autres critères pour qu'une œuvre soit protégée. J'en ai un petit peu parlé. Il faut que l'œuvre soit originale. L'originalité, selon la loi, c'est l'expression d'un minimum de talent et de jugement. Puis la loi s'exprime vraiment comme ça, donc elle parle de minimum de talent et de jugement. Par le talent, on réfère à des connaissances, à une aptitude, à une compétence, et le jugement, c'est votre capacité de discernement, la capacité à faire des choix et à prendre des décisions. Donc, je vous poserai la question suivante. Est-ce qu'une œuvre qui est créée par l'intelligence artificielle, elle serait protégée par la loi sur le droit d'auteur selon vous? Est-ce que la machine a cette capacité à prendre des décisions et à faire des choix? Dans l'état actuel du droit, il faut que ce soit une personne humaine qui soit derrière l'œuvre pour qu'elle soit protégée. Pour le moment, c'est comme ça dans la loi sur le droit d'auteur, mais ça se discute actuellement dans les forums, donc ça peut changer éventuellement. Et deuxièmement, il faut que l'œuvre soit fixée sur un support tangible ou intangible, donc sur du papier ou une toile ou sur votre ordinateur. Donc, c'est des critères qui sont vraiment nécessaires pour avoir une protection en vertu de la loi sur le droit d'auteur. Si vous remplissez ces critères, la protection légale, elle s'applique aussitôt. Ce n'est pas nécessaire de l'enregistrer et cette protection-là, par la loi, elle est internationale. Et faites attention parce que le symbole du copyright, le petit c encerclé, il n'est pas obligatoire sur une œuvre. Donc, ce n'est pas parce que vous trouvez une œuvre sur Internet, vous ne voyez pas le copyright, que ça veut dire que vous pouvez l'utiliser sans demander d'autorisation au titulaire des droits. Donc, faites attention, pour tout ce qui se trouve sur Internet, c'est protégé. Même si c'est facilement accessible, ça ne veut pas dire que vous pouvez l'utiliser n'importe comment. Donc, assurez-vous de bien lire les conditions d'utilisation dans les sites web.
mais on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, la loi couvre deux catégories de droits. Vous avez les droits économiques et les droits moraux. Les droits moraux vous appartiennent parce que vous êtes auteur, créateur, vous appartiennent tout au long de votre vie et vous ne pouvez pas les céder à une autre personne. Droits moraux, on parle de la paternité de l'œuvre, donc de la reconnaissance de l'œuvre à son auteur, et on parle du droit à l'intégrité de son œuvre. Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier votre œuvre sans vous demander une autorisation. La même chose de votre côté, vous ne pouvez pas modifier l'œuvre d'autrui sans demander une autorisation au préalable. Donc ça, c'est les droits moraux. De l'autre côté, vous avez les droits économiques. Les droits économiques, c'est le droit de publier, de reproduire, d'exécuter en public, de traduire, d'adapter et de transformer. Ces droits-là, on les appelle économiques parce qu'on les cède par contrat à une tierce personne, par exemple un éditeur, afin que notre œuvre soit diffusée ou publiée. Donc, les droits économiques, vous les cédez. Les droits moraux, ils vous appartiennent en propre. Même si vous cédez vos droits économiques, on devra toujours respecter vos droits moraux. Donc, les droits économiques, évidemment, vous les cédez contre une redevance, une somme forfaitaire, etc. Donc, à la base, l'auteur, c'est une personne physique, donc une personne comme vous et moi, ou ça peut être aussi une compagnie, qui a créé et exprimé l'œuvre sous une forme originale. Donc, l'auteur est toujours en même temps le premier titulaire des droits sur son œuvre, jusqu'à ce que l'auteur ait cédé ses droits à une tierce personne, et cette personne-là qui nous représente, donc l'éditeur, deviendra le nouveau titulaire. Donc, si vous avez une permission à demander sur une œuvre que vous voyez, par exemple, dans un article scientifique, vous voulez reproduire un graphique dans votre mémoire ou dans votre thèse, mais ce n'est pas à l'auteur qu'il faut demander une autorisation, mais bien au titulaire des droits, parce que l'auteur, lui, aura cédé ses droits. C'est important de bien retenir ça, donc recherchez toujours le titulaire. Il y a deux autres exceptions, c'est dans le contrat d'emploi. Par exemple, lorsque vous faites une œuvre dans le cadre de votre emploi à l'Université Laval, bien, le titulaire, c'est l'employeur. Donc, c'est l'Université Laval qui devient titulaire des œuvres que vous avez créées à l'université. Par exemple, moi, cette présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est l'Université Laval qui est la titulaire de cette œuvre-là. Mais je conserve mes droits moraux, évidemment. Donc, on doit me citer comme étant l'auteur, mais c'est l'université qui est titulaire de mon œuvre. Et pour vous, les étudiants, étudiantes, sachez que vous êtes toujours auteur, premier auteur, auteur et titulaire de votre mémoire et de votre thèse, ainsi que de tous vos travaux académiques. Donc, même si vous avez un directeur, une directrice de recherche, cette personne-là n'est pas titulaire de votre œuvre, vous êtes seul titulaire de votre œuvre. Je ne sais pas si vous avez des questions en ligne, Besma, par rapport aux notions en droit d'auteur. Non? Est-ce que c'est clair? Oui? J'ai une question par rapport aux équations évidentes. Par la loi, c'est quoi évidente? Par rapport à la deuxième diapo? Oui, où il y a les équations mathématiques évidentes. Ah oui, les équations mathématiques. C'est les formules chimiques ou mathématiques qui sont connues depuis un bon moment. Donc, ce n'est pas des choses qui viennent d'être créées, mais des choses qui sont dans le domaine public. Donc, que, par exemple, l'auteur, le créateur est décédé depuis plus de 50 ans. Donc, ces formules-là qui sont vraiment évidentes, elles sont dans le domaine public. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sans nécessairement avoir à rechercher le titulaire des droits. Mais si vous créez une nouvelle formule mathématique qui fait preuve d'un minimum de jugement et de talent, bien à ce moment-là, il y aura une protection sur cette nouvelle formule mathématique-là. Merci. Alors, je vais passer, si vous n'avez pas d'autres questions en ligne, je vais passer à la deuxième partie. Donc, je vais aborder le plagiat. Le plagiat, d'abord, il faut apprendre à le reconnaître pour l'éviter, évidemment. Donc, il y a une différence entre une infraction en droit d'auteur puis une infraction de plagiat. La violation du droit d'auteur, c'est par exemple utiliser l'œuvre d'autrui, la modifier sans son autorisation, même si vous avez cité la source.
Donc, si, par exemple, vous utilisez l'œuvre de quelqu'un d'autre, vous la diffusez largement, bien, même si vous avez mis la source, bien, il y a une violation de droit d'auteur si vous reproduisez la totalité de l'œuvre. Faites attention parce que la totalité de l'œuvre, par exemple, une photographie, un schéma, un graphique, c'est la totalité d'une œuvre. Donc, c'est 100% de l'œuvre qu'on reproduit. Donc, si vous voulez l'insérer dans votre mémoire ou dans votre thèse, il faut demander des droits. Alors, même si vous citez la source, ce n'est pas suffisant. Et plagiat, ben, c'est utiliser l'œuvre d'autrui, faire semblant qu'elle est nôtre et sans mettre la source. Donc, c'est deux infractions importantes, mais qui sont gérées de manière complètement différente. La violation en droit d'auteur, c'est la loi qui s'en préoccupe. Et une infraction de plagiat, bien, ça sera le règlement disciplinaire de l'Université Laval qui va sanctionner les fautes de plagiat. L'intégrité, en fait, le plagiat, le respect de l'œuvre d'autrui, ça fait partie d'une démarche d'intégrité intellectuelle. Donc, le respect du règlement disciplinaire de l'œuvre d'autrui, c'est de l'intégrité académique qui va vous pousser plus loin à avoir un comportement éthique en recherche intègre. Donc, vous devenez un meilleur chercheur, vous sollicitez le respect, vous développez votre sens de l'éthique, vous développez une plus grande compétence parce qu'évidemment, si vous n'avez pas plagié et si toutes les œuvres viennent de vous, votre thèse est originale et elle est de votre composition, bien évidemment, ça vous donne une plus grande compétence, une meilleure valeur. Donc, vous, en étant intègre, vous contribuez directement à la qualité de votre formation et vous devenez un meilleur chercheur. Vous avez sur le portail des cours, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une formation qui s'appelle « Choisir l'intégrité » qui est dans le portail des cours de tous les étudiants. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, surtout si vous êtes deuxième et troisième cycle, vous devriez l'avoir eu depuis l'année dernière. Donc, vérifiez dans votre portail. C'est une formation où on répertorie, en fait, c'est le Bureau du droit d'auteur qui l'a fait en collaboration avec l'Allié. Et là, vous avez des études de cas qui sont réelles et qui vous apprend un peu comment reconnaître les situations, là. Donc, c'est assez concret. Je vous invite à le faire. Il y a 3 quiz. Donc, lorsque vous aurez quelques minutes pour compléter cette formation-là, c'est très intéressant. Donc, le règlement disciplinaire à l'intention des étudiantes et des étudiants définit le plagiat de la manière suivante. C'est emprunter, paraphraser, reformuler ou résumer dans un document ou un travail. En tout ou en partie, les idées. Là, vous voyez, en matière de plagiat, on parle des idées ici. Les propos ou l'œuvre d'autrui sans indiquer la source ou sans identifier les passages comme étant des citations, notamment entre guillemets. Donc, ça prend la citation de la source et ça prend les guillemets lorsque vous citez un extrait textuellement. Plagier, c'est aussi copier une œuvre ou une partie de celle-ci en prétendant qu'elle est nôtre. C'est copier, imiter, piller, calquer. C'est quand même un vocabulaire qui est assez fort. Copier-coller plusieurs sources sans les citer. Faites attention, une petite mention ici sur le plagiat et le travail d'équipe. Si vous faites un travail en commun, donc où vous remettez un seul travail, où la part de l'un n'est pas nécessairement distincte de la part de l'autre, sachez que si l'un de vous a plagié dans la partie qu'il a rédigée, vous êtes tous passibles de la même sanction. Donc, attention, si c'est un travail collectif où chacun a fait sa partie séparément et vous les avez réunis dans un travail à remettre au responsable du cours, bien, vous pourriez être passible de la même sanction si l'un de vous a plagié, si vous saviez ou soupçonniez à un moment donné que cette personne-là a plagié. Donc, mettez les règles dans votre équipe. Il faut que ce soit très, très clair. Donc, des fois, c'est pas toujours évident de savoir si quelqu'un a plagié, mais on peut quand même détecter là, que tout à coup, le vocabulaire n'est pas le même. Donc, le langage n'est pas le même que d'habitude. Tout à coup, il n'y a pas de faute d'orthographe ou en tout cas, il y a des indicateurs qui font en sorte qu'on peut savoir si un membre de l'équipe a plagié. Il y a d'autres comportements interdits au règlement disciplinaire. Évidemment, copier, contrefaire ou falsifier
un document qui est sujet à évaluation. Emprunter l'œuvre d'autrui sans identifier la source, bien, ça, c'est le plagiat. Donc, omettre les guillemets, omettre de citer directement la source dans le texte ou en note de bas de page. Consulter la copie d'un autre étudiant, évidemment. Posséder tout instrument ou appareil non autorisé, c'est des cas un petit peu plus rares, là. Se procurer, avant de passer un examen, les questions, les réponses à celui-ci. Substituer ou se faire substituer par une autre personne pour passer un examen. Soumettre à un enseignant, et ça arrive souvent, un travail qui a déjà été remis pour une évaluation dans le cadre d'un autre cours. Donc, par exemple, vous décidez de refaire votre cours pour augmenter votre moyenne, vous voulez réutiliser un travail que vous avez déjà fait, mais c'est de l'autoplagiat. Donc, même si c'est vous qui avez fait ce travail-là, mais de le reprendre sans demander au responsable du cours, ça constitue un acte d'autoplagiat. Après ça, bien, vous avez également au règlement disciplinaire des infractions qui sont liées au bon ordre, donc comme celui de capter, enregistrer ou photographier, filmer le responsable du cours à son insu. Donc ça, c'est une infraction liée au bon ordre. Et du côté du droit d'auteur, bien, traduire un extrait de document d'une langue vers une autre langue sans mentionner la source, c'est également une infraction en droit d'auteur. Et il y a une nouvelle infraction au règlement disciplinaire qui concerne tous les contenus qui sont déposés sur mon portail. Donc, cette infraction-là, elle est au règlement depuis l'année dernière et elle vous interdit de distribuer, communiquer, publier, afficher ou autrement diffuser tous les contenus que vous avez sur mon portail. Donc, les PowerPoint de votre responsable de cours, les lectures que votre responsable de cours dépose sur le portail. Vous ne pouvez pas prendre ces documents-là et les diffuser à une autre personne ou, encore pire, dans les réseaux sociaux, dans les plateformes telles que, je ne sais pas si vous connaissez, les fameuses plateformes où on répertorie des cours. Il y a des études de cas, des anciens examens, etc. Donc, il y a des plateformes comme ça qui existent. Sachez que vous êtes passible d'une infraction et d'une sanction en vertu du règlement disciplinaire si vous rediffusez le matériel du cours vers une autre plateforme. Il faut savoir que, évidemment, le responsable du cours, lui ou elle, auront obtenu les autorisations, eux, pour déposer ces contenus-là dans le portail, tandis que vous, en le faisant, bien, vous faites de la contrefaçon en droit d'auteur. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette infraction-là, c'est quand même important. OK. OK. Donc, les causes du plagiat, bien, elles sont multiples. C'est le manque de formation sur ce qu'est plagier. Donc, maintenant, vous savez. Vous savez qu'il y a un règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et des étudiantes. Il y a aussi la politique sur la conduite responsable en recherche pour les étudiants 2e et 3e cycle, pour les postdoctorants, par exemple. Donc, là où on encadre l'intégrité scientifique et académique. Il y a le manque de temps, la procrastination. On dit toujours que c'est l'ennemi numéro 1 des étudiants qui pousse à la dernière minute à emprunter les mots des autres. Les lacunes méthodologiques, bon, vous êtes un étudiant, une étudiante étrangère, vous ne maîtrisez pas bien la langue, vous avez des problèmes pour la citation des sources. Bien là, je vous invite à consulter tous les services à l'Université Laval, notamment votre bibliothécaire disciplinaire, parce que chaque faculté a son bibliothécaire disciplinaire et peut vous aider notamment pour la citation des sources. N'hésitez pas à les consulter. La langue, évidemment, donc vous êtes un étudiant, une étudiante étrangère, vous ne maîtrisez pas bien la langue, donc vous dites, bon, je vais un peu copier ici, ça va être mieux que qu'est-ce que je peux faire, mais je pense qu'il vaut mieux perdre peut-être 5 points plutôt que d'avoir 0 à son cours ou pire encore. Et la difficulté d'innover. On dit tout le temps, mais ça a déjà été écrit, ça a déjà été dit, je ne vais pas réinventer la roue. Bien sûr que non, mais sachez que le responsable du cours, ce qu'il veut savoir, ce qu'il veut lire, c'est votre analyse personnelle. C'est important. Comment vous appréhendez les choses. C'est quoi votre analyse par rapport à ce sujet-là? C'est surtout ça qui fait avancer la science. Donc, ne sous-estimez pas votre contribution à votre champ de recherche. Quoi qu'il en soit, on est très empathique à l'Université Laval, mais c'est tolérance zéro.
Donc, toutes les situations devront être systématiquement dénoncées à une personne en autorité. La personne en autorité, c'est le surveillant, le responsable du cours. Cette personne-là va transmettre la dénonciation au décanat et là, ça va faire son bout de chemin. C'est une procédure qui est longue, qui est énergivore, qui est anxiogène. Donc, vous ne voulez pas aller là pour un petit extrait que vous auriez copié-collé. Donc là, on transmet la dénonciation à la commissaire aux études. Elle fait une enquête sur la base des preuves qui ont été recueillies. L'étudiant reçoit un avis qui explique la dénonciation. Là, il y a une enquête, il y a un comité de discipline qui est constitué et qui peut procéder à un interrogatoire. On dépose officiellement la plainte et ça va jusqu'au bureau du secrétaire général. Donc, ça, c'est la plus haute instance à l'Université Laval. Donc, ça fait une tâche au dossier quand même importante. Là, vous avez le choix de faire des aveux. Ça ne va pas excuser le geste, mais au moins la procédure va se terminer. Sinon, mais ça continue. Vous avez une convocation, l'audition de la plainte. Après ça, il y a la décision du comité, la communication de la décision, puis vous avez un droit d'appel. Donc, tout ça pour un copier-coller sans la source, pensez-y bien. Les sanctions, bien, il y a différentes sanctions possibles. Ça peut aller de la simple réprimande jusqu'au rappel du diplôme d'études, donc ce n'est pas rien, en passant par la reprise d'une partie du travail, l'obligation de participer à une activité de formation complémentaire, comme celle qu'on offre au BDA, je devrais presque le prendre personnel, mais en tout cas. Attribution de la note 0 au travail ou un échec au cours, la suspension d'inscription à l'université. Ça peut aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive de l'université. Et sachez que le plagiat, il est imprescriptible. Ça veut dire que, par exemple, vous avez soutenu votre thèse de doctorat. À l'intérieur de votre thèse, vous avez reproduit des extraits, vous avez traduit des graphiques, vous n'avez pas indiqué la source. Bien, l'auteur pourrait revenir contre vous, le titulaire des droits pourrait revenir contre vous, peu importe si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Puis si c'est quand même important, bien, on pourrait rappeler votre diplôme d'études. Pourquoi? Parce que maintenant, les mémoires de maîtrise, les thèses de doctorat, elles sont déposées dans le dépôt institutionnel de l'Université Laval, qui est Corpus U-Laval. Et ça fait partie du règlement des études, ce dépôt obligatoire. Et ça, c'est référencé sur Google. Donc ça veut dire que votre mémoire ou votre thèse, ben, n'importe qui peut avoir accès sur Google en libre accès. Donc, à un moment donné, ça se peut que le titulaire reconnaisse ses mots, reconnaisse son travail, et à ce moment-là, vous pourriez en être inquiété. Avez-vous des questions là-dessus? Oui. 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 Oui, mais sauf que ce que vous devez faire à ce moment-là, vous pouvez le faire. Vous marquez votre référence, vous dites méthodologie issue de votre travail personnel, puis vous mettez votre référence. Sinon, c'est de l'autoplagiat, effectivement. Mais vous pouvez le faire parce que c'est vrai que la méthodologie est toujours la même. Donc, moi aussi, quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise, après ma thèse de doctorat, j'avais des parties qui étaient un peu copiées-collées de mon mémoire, mais je les ai identifiées. Et j'ai demandé l'autorisation à ma directrice de thèse pour le faire. Donc, demandez une autorisation et citez la source. Citez-vous vous-même. Donc, l'autocitation, ça paraît bien, ça fait très savant. Donc, vous autocitez pour éviter l'autoplagiat. Parce que maintenant, les logiciels de reconnaissance de plagiat, ils n'ont pas cette faculté de discernement de dire, ben non, mais c'est sa méthodologie. Donc, eux, ils vont simplement dégager que cet extrait-là a déjà apparu sur un autre article. Donc, pour l'éditeur, pour les réviseurs des articles, bien, pour eux, ça va être une conformité de plagiat. Oui, là, souvent, j'ai regardé comme la même auteur. Oui. Oui. Donc là, moi, je viens de
la méthodologie de faire la même exactement ou on doit inventer quelques mots? Ben, vous pourriez paraphraser, effectivement. Moi, peut-être que ce serait bien de paraphraser. Je vais parler de la paraphrase tout à l'heure, comment bien faire sa paraphrase. Mais si vous voulez, vous pourriez paraphraser, mais il faut quand même mettre la source. Donc, peut-être pas les guillemets, mais mettre la source. Oui, je trouve que pour eux, c'est un peu difficile de mettre la source parce que c'est comme des choses que c'est normal. C'est très normal. C'est comme on a juste expliqué comment, par exemple, tu fais le droit. Et puis, c'est des choses que tout le monde, c'est pas tout le monde, mais les gens qui étaient dans ce domaine-là est connu. Oui. C'est comme si on met, par exemple, la même phrase, c'est comme la même citation, tout. C'est comme, pour moi, c'est bizarre parce que tout le monde qui connu cette étape-là. Ben, en fait, c'est votre méthodologie. C'est quelque chose. OK, ben peut-être. Par exemple, c'est un type de métier, et puis le monde, on fait la même chose avec cette méthode. OK, mais peut-être que cette méthodologie-là n'est pas nécessairement une œuvre protégée. Il faut voir, est-ce que cette méthodologie-là, ben, à mon avis, oui, c'est protégé, mais ça se peut que ce soit pas une œuvre suffisamment originale pour qu'elle soit protégée. Il faut voir à ce moment-là. Je pensais que vous parliez de votre propre méthodologie, vos hypothèses de recherche. OK, c'est les étapes. Les étapes, OK, non, à ce moment-là, les étapes, ça fait partie, c'est pas protégé comme, c'est comme une méthodologie, méthode, oui, effectivement. Donc, non, les méthodes ne sont pas protégées par la loi sur le droit d'auteur. Désolée, je pensais que vous parliez de votre démarche personnelle. OK. Non, si on se comprend bien, si c'est vraiment la méthode que vous reproduisez, ce n'est pas du plagiat. Ce qui serait du plagiat, c'est ce qu'il y a dans les étapes, ce que vous décrivez, mais pas la méthode comme telle, effectivement. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment protégé. Oui, mais c'est ça, comme je vous dis, il y a un premier article qui est publié. Bon. Le deuxième article, dans la révision par les pairs, le détecteur de plagiat, il va reconnaître cet extrait-là. Puis il va dire, cet article-là est plagié parce qu'il y a une partie importante qui apparaît, qui a déjà été publiée. Faites attention, ça arrive. Ça m'est arrivé la semaine dernière avec un cas. Oui, mais si ça écrit ça, et puis le chef c'est juste changer à la première. Juste citer votre source. Faites juste citer votre source. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. On pourra peut-être en discuter après si vous voulez. OK. Donc, soyez intègre, évitez le plagiat, respectez, j'ai envie de vous dire, respectez le travail des autres comme vous aimeriez qu'on respecte le vôtre. Donc, tout ce qui est emprunt textuel doit être placé entre guillemets avec la référence. Tout emprunt d'idée doit faire l'objet d'une référence complète et vous faites une bibliographie. Pour paraphraser sans plagier, il faut réécrire l'information choisie parce qu'on a le droit de paraphraser. L'important, c'est de mettre la source parce que c'est quand même pas notre idée. Au contraire, paraphraser, bien, vous changez les mots, la structure des phrases
Et ça démontre que vous avez tellement bien saisi l'idée de l'auteur que vous êtes capable de l'exprimer dans vos propres mots et ça assure une fluidité dans votre texte. Mais n'oubliez pas la référence parce que là, c'est vraiment du plagiat. Pourquoi citer? Ben, ça permet de signaler que des informations écrites dans le texte proviennent d'autres sources. Ça permet de prouver une affirmation en rapportant ce qui a déjà été annoncé sur le sujet, énoncé sur le sujet, et ça justifie vos propos, ça appuie vos arguments. Donc, c'est un aspect essentiel d'un travail universitaire intègre et original. Ça facilite la consultation par le lecteur. Si le lecteur veut aller plus loin, bien, il y a la possibilité de consulter vos sources parce qu'il connaît tout votre chemin. Donc, ça reconnaît le travail des auteurs cités. Vous faites preuve de rigueur, de probité scientifique et intellectuelle et vous respectez le droit d'auteur, vous évitez le plagiat. Donc, ça me paraît quand même évident ici. Mais quoi citer? Donc, tout document doit être cité, peu importe sa forme. Même si c'est publié ou non publié, ça ne veut pas dire que les notes de cours de votre enseignant, enseignante, parce qu'ils ne sont pas publiés, ça ne veut pas dire que vous pouvez les utiliser. Rappelez-vous les critères de base. Une œuvre est protégée dès lors qu'elle est originale et qu'elle est fixée sur un support. Donc, qu'elle soit publiée ou non, ça n'a aucune importance. Vous devez citer le texte, évidemment, l'audio, les vidéos, tout ce qui est visuel, images, cartes, tableaux graphiques et les données aussi. La source des données, il faut la citer. Même si c'est en libre accès, même si c'est dans le domaine public, rappelez-vous, le domaine public, c'est quand le droit à la protection par la loi a expiré, 50 ans suivant le décès de l'auteur. Donc, même s'il n'y a plus de droit d'auteur sur l'œuvre, il faut quand même la citer parce que ce n'est pas votre œuvre. Indiquez aussi les sources lorsque vous présentez des informations que vous avez déjà exposées dans un autre travail ou dans une publication. Donc, ça répond un peu à votre question de tout à l'heure. À défaut d'autocitation, vous commettez de l'autoplagiat. Donc, toujours mettre votre source, même si vous êtes l'auteur. Comme je le disais tout à l'heure, n'oubliez pas que le mémoire et la thèse déposés à la Faculté des études supérieures à l'Université Laval se retrouvent dans un dépôt institutionnel qui est référencé sur Google en libre accès. Comment citer sa source? Bien, il existe plusieurs styles bibliographiques. Informez-vous auprès du responsable du cours. Si vous avez des problèmes de citation des sources, consultez votre bibliothécaire conseil. En tout temps, si on vous donne le choix, l'important, c'est d'être constant tout au long de votre travail. C'est plus facile à lire, c'est plus facile de vous corriger. Donc, choisissez une méthode puis conservez-la. Ça, je vais la passer. Donc, identifiez également la source de vos images. Donc, ça prend le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le numéro de la page si c'est dans un livre ou l'URL si vous êtes sur Internet avec la date de consultation. Donc, même, je le rappelle, même si c'est une œuvre sur Internet qui est librement accessible, qui est disponible, ça ne veut pas dire qu'elle est libre gratuitement et que vous pouvez l'utiliser pour la diffuser ailleurs. Est-ce que vous avez des questions sur le plagiat, le règlement disciplinaire? Pas de questions en ligne? Parfait. Donc, je vais juste aborder, j'en ai parlé un petit peu tout au long, mais je vais reprendre ici la reproduction du matériel qui est créé par des tiers dans votre travail académique. Quand faut-il demander une permission pour reproduire? Surtout pour les images. Donc, il y a une règle générale en droit d'auteur, c'est l'article 3. L'article 3 nous dit que seul l'auteur peut reproduire une partie importante ou la totalité de son œuvre. Donc, ça veut dire, à contrario, que si vous êtes l'utilisateur, vous ne pouvez pas reproduire une partie importante ou la totalité de l'œuvre d'autrui. Donc, vous pourrez, par exemple, reproduire des courtes citations. Ça, c'est permis avec la source. Le problème, c'est que lorsqu'on reproduit une image, mais on reproduit 100% de l'œuvre. Donc là, c'est une partie importante de l'œuvre d'autrui qu'on reproduit. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant avec tout ce qui est graphique, images, toutes les œuvres visuelles. Et si vous la prenez sur Internet, il faut vérifier premièrement sur le site Web les conditions d'utilisation. Est-ce que vous avez le droit de reprendre cette œuvre-là? Les conditions d'utilisation, elles se trouvent en pied de page des sites Web. Ce n'est pas évident à lire. Si vous avez des problèmes, si vous ne comprenez pas, parce que
Le langage est très juridique, c'est très opaque, donc n'hésitez pas à nous consulter au bureau du droit d'auteur. On peut vous aider à demander des autorisations et aussi à comprendre les conditions d'utilisation qui se trouvent dans les sites web. Donc, vous vérifiez qu'il n'y a pas de copyright, mais comme je l'ai dit au début, même s'il n'y a pas le petit symbole, ce n'est pas nécessairement un indicateur. Pas de verrou numérique, évidemment, pas de code d'accès, pas de filigrane ou de tatouage numérique. Et évidemment, lisez les conditions d'utilisation. Vous savez, les tatouages numériques, c'est les zones grisées, là, souvent sur les images. Moi, j'ai vu des gens faire des présentations sur grand écran là, avec des zones grisées. C'est clair qu'ils n'avaient pas obtenu les droits de diffusion. Donc, si c'est pour votre travail de mémoire ou de thèse de doctorat, c'est important d'avoir obtenu une autorisation. N'hésitez pas à nous consulter, on est spécialisé là-dedans. Et vous avez également du matériel qui est librement accessible. Donc, on parle de toutes les images Creative Commons, mais pas seulement. Il y a Flickr Commons, Pixabay, Wikimedia Commons. Ça, ce sont des images, des banques d'images qui sont en libre accès, mais vous devez quand même citer l'auteur. Mais vous n'avez pas besoin au moins de rechercher le titulaire pour obtenir une autorisation de reproduire. Pour les repérer facilement, vous pourriez aller sur le moteur de recherche de Google Images. À ce moment-là, vous cliquez sur la boîte « Outils ». Il y a un menu déroulant qui va ouvrir à droit d'usage et vous sélectionnez « Licence Creative Commons ». Et là, il y a toute une nouvelle banque d'images qui va se régénérer. Et par exemple, disons que je choisis cette image-là. Vous recliquez sur l'image, puis là, vous voyez apparaître la licence. Donc, on voit ici que c'est une licence Creative Commons et que le détenteur des droits vous autorise à la copier, distribuer, à la transmettre en ligne, à la retransmettre. Vous autorise également à l'adapter, donc à le traduire. Ça peut être très pratique d'utiliser des œuvres sous licence Creative Commons, donc ça vous facilite la tâche. De plus en plus dans les articles scientifiques, c'est souvent diffusé sous licence Creative Commons, donc pas juste pour les images, mais également dans les articles scientifiques, donc en libre accès. De plus en plus d'éditeurs se lancent dans le libre accès, donc ça vous facilite quand même la tâche. Pour la diffusion des mémoires et des thèses, j'en ai parlé, donc le règlement des études vous oblige finalement toute personne qui soutient une thèse de doctorat ou qui dépose un mémoire de maîtrise à le diffuser dans une archive ouverte comme le dépôt institutionnel. Donc, c'est vraiment une obligation au règlement des études. Vous pourriez demander des restrictions de diffusion s'il y a des enjeux, par exemple, de brevets en instance. Donc, c'est possible de reporter la diffusion à ce moment-là sur 1 an et vous avez une période de prolongation de 2 ans. Donc, pour un maximum de 2 ans, si, par exemple, vous avez des enjeux de confidentialité, de brevet ou toute autre raison de sécurité qui pourrait justifier que vous n'autorisez pas le dépôt de votre mémoire ou de votre thèse sur corpus, vous demandez des restrictions de diffusion à la FESP. Et sachez que lorsque vous déposez un travail à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, vous signez une licence comme auteur, vous signez une licence qui garantit que vous êtes bien l'auteur de tout ce qui se trouve dans votre mémoire ou dans votre thèse et que si vous n'êtes pas l'auteur, vous garantissez que vous avez obtenu les droits. Donc, vous signez cette licence-là pour un peu dégager l'Université Laval si jamais le travail est diffusé sans que vous ayez obtenu une autorisation. Donc, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est quand même du sérieux. C'est vraiment important de faire les choses correctement. N'hésitez pas à nous consulter. Donc, en guise de conclusion, c'est quoi mon questionnement avant de reproduire une œuvre que je vais diffuser dans mon mémoire ou ma thèse de doctorat? Est-ce que l'œuvre est dans le domaine public? Donc, première question. Est-ce qu'elle est en libre accès sous licence Creative Commons? Est-ce que j'ai lu les conditions d'utilisation des sites web d'où j'ai puisé une image? Est-ce que l'utilisation de l'œuvre que je fais, elle est équitable? C'est-à-dire, est-ce que j'utilise une trop grande partie de l'œuvre d'autrui? Est-ce que c'est possible aussi, finalement, d'obtenir une autorisation de la part du titulaire des droits?
Donc, c'est vraiment le questionnement qu'on doit avoir en tête pour une œuvre et c'est le questionnement auquel on répond au bureau du droit d'auteur pour vous aider. Mémoire et thèse, quand demander une permission, bien, si vos citations sont longues et importantes. Pour vos propres travaux, s'ils ont été publiés, donc n'oubliez pas que comme auteur, vous avez cédé vos droits. Il y a une nouvelle personne qui est titulaire de votre œuvre, donc vous devez lui demander une autorisation pour vous autociter, donc pour utiliser votre travail, même s'il est publié. Si vous avez des co-auteurs, vous faites une thèse par insertion d'article, puis dans votre article, il y a des co-auteurs. L'article n'est pas encore publié, mais vous devez demander une autorisation à vos co-auteurs parce que comme co-auteurs, vous avez tous des droits égaux sur l'article. Donc, pour l'insérer dans votre thèse de doctorat, vous devez demander une autorisation. Vous devez demander une permission pour traduire une œuvre protégée, pour reproduire tout ce qui est questionnaire, formulaire et pour les œuvres visuelles. Donc, au bureau du droit d'auteur, juste un rappel de nos services. On est un service conseil, donc on vous répond en présentiel, par téléphone ou par courriel, maintenant par Teams aussi beaucoup. On fait énormément de formations, puis vous avez sur notre site web aussi des capsules vidéo YouTube sur, si jamais ça vous intéresse, par exemple, j'ai parlé des licences Creative Commons. Si ça vous intéresse, il y a des capsules vidéo sur YouTube. On peut vous aider à réviser votre contrat d'édition. On peut vous aider à le négocier. Donc, vous êtes au début de vos... comme chercheur, vous en êtes au tout début. Ne cédez pas tous vos droits. Vous pouvez en conserver pour justement réutiliser votre œuvre en contexte non commercial pour votre enseignement si vous avez une charge de cours. Donc, ne cédez pas tous vos droits. On vous aide dans les demandes d'autorisation particulière pour l'utilisation du matériel d'autrui. Puis, on a également un service de numérisation plus pour les enseignants. Donc, vous pouvez consulter notre site web, il est vraiment complet. Il y a même un onglet qui est destiné à vous, les étudiants. Donc, vous êtes étudiant, puis là, vous avez toutes sortes de conseils. Là, donc, n'hésitez pas à consulter notre site web. Voilà. Merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci.